l'État capable de garantir un environnement sécuritaire. Le chef de l'État, Michel Martelly, a commis une grave faute. Ce sont là les propos du candidat à la présidence de l'Organisation du peuple en lutte, Sauveur Pierre-Étienne. Les décrets subdivisant les communes de l'Arcahaie et des Côtes-de-Fer doivent être retirés au plus vite par le président Martelly pour éviter que davantage de sang ne coule dans ces zones. Dans l'accord du 11 janvier dernier, le président s'était engagé à ne prendre aucun autre décret que le décret électoral. Un président de la République ne peut pas se permettre, d'ailleurs, il avait bien dit qu'il allait prendre un seul décret, le décret électoral. Maintenant, le président décide de prendre des décrets, et des décrets portant atteinte non seulement à la dignité humaine, mais à la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc, cela est tout simplement inacceptable. Le président Martelly doit savoir que dans le cadre d'un régime républicain, eh bien, le président de la République, il n'est pas au-dessus de la loi. Eh bien, c'est la République des pairs, la République des égaux. Eh bien, si des gens meurent, si on continue à incendier des autobus, des véhicules, etc., le président Martelly et ses conseillers vont devoir en assumer l'entière responsabilité. Le Premier ministre Evans Paul s'est envolé pour Washington mercredi en compagnie du directeur général de la police nationale Godson Aurelius et de Fritz Jean-Louis, ministre délégué chargé des questions électorales, en vue de participer au forum de la Black Caucus Foundation. Evans Paul rencontrera le secrétaire général de l'Organisation des États américains, M. Luis Almagro, le secrétaire d'État américain John Kerry, ainsi que des sénateurs américains. Le chef du gouvernement sera de retour en Haïti le 21 septembre. Plusieurs dizaines de manifestants étaient à nouveau dans les rues en vue de réclamer l'annulation des élections et le renvoi du CEP. La manifestation avait débuté au Pont-Rouge avant de prendre fin au Bel-Air. Les manifestants ont une fois de plus déchiré des affiches et photos des candidats qui se trouvaient sur leur passage. Et à partir de demain, manifestation qui a commencé dans Port-au-Prince là, sont l'autre manifestation là. En effet, c'était une autre manifestation, différente de celle que Port-au-Prince a connue la semaine écoulée. Sans la présence d'Edmond Supplice Bozil, d'André Michel et de Jean-Tolbert Alexis entre autres, sans parcours défini et de destination claire, la manifestation de ce jeudi était un beau désordre auquel ont pris part plusieurs dizaines de personnes. La forte escorte de police qui accompagnait ce mouvement a paru presque dépassée par moments devant le comportement indiscipliné des manifestants qui changeaient d'idée et de direction presque à chaque seconde. Partie du Pont-Rouge, la manifestation a parcouru plusieurs quartiers populaires comme La Saline ou encore Solino avant de déboucher sur Nazon. Alors que le parcours initial devait être l'autoroute de Delma jusqu'à Pétionville, les manifestants ont préféré traverser l'avenue Martin Luther King en se dirigeant vers la Lue. Accompagné de 2 chars musicaux et de plusieurs bandes à pied, le mouvement n'a pas pu trouver l'énergie nécessaire pour se rendre devant le CEP à Pétionville et être descendu sur la Lue, puis retourner à Bel-Air en passant par Ruelle Chrétien et Fort National. Dans les rues ce jeudi, étaient aperçus des visages déjà vus dans les séries de manifestations de l'opposition qui réclamaient jadis le départ du président Martelly. Les mêmes pratiques, les mêmes chansons, avec pour seule différence, le nom de Pierre-Louis Aupont remplace celui de Michel Martelly. Définitivement, l'opération baptisée Primissier tend à s'installer dans la durée. Aujourd'hui encore une fois, les manifestants ont déchiré les billboards et affiches des candidats à la présidence en campagne. La grande victime de cette opération demeure Steve Caroli, de Bouclier, qui a perdu une dizaine de grands posteurs, notamment au niveau de Nazon. Si la manifestation a pris fin sans grands incidents ou affrontements entre les protestataires et les forces de l'ordre, la police a quand même effectué quelques arrestations, car comme d'habitude, nombre de personnes parmi les manifestants ne voulaient pas rentrer les mains vides et ont tenté de dépouiller des passants. Alors que le COP reprend confiance et que les candidats à la présidence se lancent dans la campagne électorale, la mobilisation pour l'annulation des élections du 9 août et le renvoi du Conseil a choisi le mauvais moment pour s'affaiblir, estiment certains. La journée de vendredi sera donc très décisive pour l'avenir de ce mouvement. Le ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Florence Duperval-Guillaume, a présenté ce jeudi son rapport des comptes nationaux pour l'année 2012-2013.
C'est un document dans lequel a été élaboré les rentrées et les dépenses allouées à la santé provenant du Trésor public, des partenaires internationaux et des ménages. Dépenses totales qui se chiffrent à plus de 29 milliards de gourdes. Pour la 3e fois consécutive, le ministère de la Santé publique et de la Population rendait compte à la nation. Plus de 29 milliards de gourdes au total ont été dépensés pour l'année 2012-2013, des chiffres communiqués dans un rapport publié ce jeudi. Dans ce document, le MSPP a décrit la situation financière du secteur et par la même occasion a fait état des contributions apportées dans le système sanitaire par le Trésor public, les partenaires internationaux et les ménages. Nous publions un rapport dépenses en santé pour permettre nous pour chaque monde qui contribue à la santé, pour nous faire des réflexions pour le financement politique public que nous faisons, qui est avec vision de 25 ans. Beaucoup nous avons retiré 3 là-dedans, donc il était 22. Pour nous être capables vraiment, collectivement, si nous sommes capables de rétablir la confiance. La ministre de la Santé publique n'y va pas par 4 chemins pour faire comprendre que cette démarche vise à mettre fin à l'opacité qui régnait dans la gestion des fonds destinés au financement de la santé en vue d'améliorer leur impact. Gouvernance, administration du système de santé et financement, soins curatifs en milieu hospitalier, médicaments délivrés sur ordonnance entre autres, autant de domaines pour lesquels des dépenses courantes ont été effectuées, mais celles-ci ne représentent pas beaucoup en termes de pourcentage. L'assistant-chef de service de l'économie au ministère de la Santé, Jean-Yonel Antoine, fait des recommandations. Par rapport à fonds gagnants, est-ce qu'on bien géré pour gagner le maximum de résultats? Est-ce qu'il gère assez? Donc, au cas fond, il faut sur la gestion. 2, c'est sûr que nous avons plus besoin que ressources. Donc, les mérités, vous n'allez chercher plus de ressources. À noter que les résultats de l'année 2012-2013 montrent une diminution de 10% des dépenses totales de santé par rapport à l'année précédente, en dépit d'une augmentation du taux de croissance du PIB de 4,3%. Le Forum national sur les stratégies d'achat des produits locaux a été lancé jeudi. C'est une initiative de l'unité de facilitation des achats de produits agricoles locaux et du ministère de l'Agriculture. Suivez les explications de Michel Chancy, secrétaire d'État à la production animale. On a travaillé sur une politique pour nous, comment nous réorganiser toute question achat de produits locaux, de façon pour que tout partenaire nous capable manger dans l'école ou n'importe quel programme d'assistance alimentaire, au lieu de continuer à acheter produits étrangers pour les timonio, pour nous capables d'acheter plus de produits locaux. On paquet de produits qui sont disponibles, donc nous faisons inventaire de différents produits qui sont disponibles, nous regardons les prix, nous regardons qui produit et nous cherchons comment aider les producteurs pour profiter du programme pour vendre produits par différents programmes cantines scolaires, programmes d'assistance alimentaire qui viennent. Nous mettons en pile en phase sur nutrition pour que les produits soient des produits de qualité qui ont toutes les vitamines que nous avons besoin, toutes les protéines que nous avons besoin et sous contrôle qualité tout les produits. Donc pour nous faire travailler ça, nous avons rassemblé un paquet d'organisations, un paquet d'ONG et grâce à l'appui coopération canadienne qui lui-même finance le programme alimentaire mondial, qui finance différents programmes, qui finance tout le forum ça et ça permet nous qu'on y a la vie gagner un document qui a servi tout le gouvernement qui a venu après pour être capable de gagner des outils dans le pour connaître comment pour acheter des produits dans les petits paysans de façon pour que même fait comme là au lieu de nous voir comme là à l'étranger. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui va bénéficier à tout secteur. Ce n'est pas un bagage qui va donner des résultats demain matin. C'est ça qui fait que ça n'a fait là. Nous ne pas faire pour le gouvernement ça, nous faisons pour l'avenir parce que là nous gagnons un document de politique. Là, nous faisons toute concertation ça, depuis des semaines, depuis des mois, avec toute organisation sur question ça va permettre que nous faisons planification pour des années à venir. Et c'est ça qui est l'objectif du Forum aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture, Fresner Dorsin, a été mis à pied. Installé en février dernier par le Premier ministre Evans Paul, en remplacement de Jean-François Thomas, Fresner Dorsin a été lui remplacé par Lionel Valbrun. À l'initiative de la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées, un atelier de travail a été organisé ce jeudi autour de l'avant-projet de loi sur les normes d'accessibilité universelle de l'environnement bâti. Un ensemble de recommandations a été fait afin de faciliter l'accès aux handicapés dans les bâtiments publics et privés. Des ingénieurs du ministère des Travaux publics ont accompagné le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior.
Normes c'est le norme qui permet que les gens à mobilité réduite, les handicapés en général, capables de circuler libre dans les bâtiments publics, dans les bâtiments privés qui sont ouverts au public et dans la rue. Et donc c'est des normes qui sont très importantes dans l'effort que le gouvernement a fait vraiment pour assurer autonomie, participation, inclusion des handicapés. Il est essentiel que nous établissons normes pour assurer que toute nouvelle construction, tout nouveau aménagement qu'a fait vraiment prend en compte les besoins particuliers des handicapés pour permettre de capables d'exercer la citoyenneté normalement. Donc, ça fait déjà quelques temps que nous travaillons sur l'avant-projet de loi SAR et ensemble avec Travaux publics et également d'autres partenaires pour l'OEA et CBM. Mais aujourd'hui, nous arrivons dans une nouvelle phase de consultation. Et dernièrement, nous avons fait un atelier avec l'association Mon Handicapé pour nous capables de commenter avis. Aujourd'hui, c'est avec le secteur public que nous avons organisé. Et prochainement, nous allons chita avec le secteur construction et en Haïti en tout pour nous capables de recueillir le maximum d'opinions, de commentaires et pour nous capables de finaliser le texte. D'ici la prochaine législature, le document sera supposé prêt. Mais il y a d'autres réflexions au gouvernement à faire tout pour même le plus rapidement que possible pour les normes en vigueur. Dans l'actualité à l'étranger, au Chili, les autorités ont levé jeudi l'alerte au tsunami lancée la veille après un violent séisme qui a frappé le centre du pays à 230 km au nord de la capitale Santiago et a fait 8 morts. Ce séisme de magnitude 8.3 est le plus fort compté à l'échelle mondiale pour 2015. Le Chili s'est réveillé au milieu des ruines après le violent séisme qui a frappé le pays ce mercredi. Des secousses de magnitude 8,3 ont été enregistrées. Bilan, au moins 10 morts et 1 disparu. L'épicentre a été localisé en mer à plus de 200 km de la capitale Santiago. Les régions du nord et du centre ont été les plus touchées. L'alerte au tsunami a été levée ce jeudi, mais près d'1 million de personnes ont été évacuées. Tout a été complètement inondé. La boue est rentrée à l'intérieur, elle a tout emporté. Il n'y avait rien à faire. On va juste commencer à nettoyer. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Argentine, à plus d'1 millier de kilomètres à la ronde. Ce jeudi, plusieurs dizaines de répliques, parfois très fortes, ont été recensées. Près de 130 000 foyers seraient toujours privés d'électricité sur le littoral. Au Burkina Faso, des violences ont éclaté dans la capitale Ouagadougou suite à une prise d'otage en plein Conseil des ministres. Un coup d'État a donc vu la destitution du président de transition, Michel Kafando, et la dissolution du gouvernement, selon une annonce faite par un militaire à la télévision nationale. Au Burkina Faso, après le coup d'État mené par les militaires de la garde présidentielle, les troupes d'élite de l'armée quadrillent la capitale Ouagadougou pour disperser les manifestants hostiles au putsch. Tirs de sommation, la répression est violente, il y aurait au moins 3 morts et plus d'une 60aine de blessés. Le coup de force militaire continue. Il est instauré un couvre-feu de 19h à 6h sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso sont fermées à compter de ce jour, 17 septembre 2015, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce coup d'État intervient alors que le Burkina Faso s'acheminait vers des élections présidentielles et législatives. Il met donc un frein à l'avancée démocratique espérée dans ce pays. Concernant le président Michel Kafando et son gouvernement retenu en otage par les putschistes, ils devraient être relâchés, ont indiqué les militaires sans donner plus de précisions. Après la France, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a lui aussi fermement condamné ce coup d'État. Il a demandé aux militaires burkinabés de faire preuve de retenue et de respecter les droits de l'homme.